Salut Rock. Salut les gars. Salut Rock. Bonjour Chris. Oui, on avait eu la chance de se rencontrer avec Rock au mois de septembre lors d'un repas. Rock était l'invité surprise du repas organisé par les amis de Top Secret. On avait eu la chance de se rencontrer. D'accord. Absolument, il m'avait parlé déjà de ce sujet et je dois bien dire que ces explications mathématiques, etc., moi je ne suis pas un mathématicien et c'est vrai que j'étais très perplexe. Je suis assez perplexe de nature déjà, et puis là, en l'occurrence, sur cette vidéo-là, il y a eu tellement, on a eu tellement de cas sur différents événements, de choses comme ça qui traversaient les images. Il y a beaucoup de cas comme ça. On peut remonter même à Kennedy. Je ne sais pas si sur certains documents vidéo de Kennedy, il y a aussi quelque chose qui traverse. Pardon. Et donc, je reconnais que j'étais très perplexe et que Chris a su me convaincre, en tout cas, de la pertinence de son enquête, de la pertinence de son étude et également de ses compétences. Donc, à partir du moment où vous avez quelqu'un de sincère et cohérent qui a fait un vrai travail et que vous, en face, vous n'êtes pas un spécialiste, au final, vous ne pouvez que lui laisser la parole. Et c'est comme ça que j'ai décidé, au final, d'accepter d'écouter Chris, de l'écouter de plus en plus attentivement. Et bon, je reste toujours perplexe sur cette affaire. Je ne sais pas, c'est un mystère. Alors, Silvano, là, j'ai manqué les explications de Silvano, en tout cas au niveau des motivations potentielles de cette explosion. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée sur cette affaire. En gros, je disais, Rock, que tu sais que SpaceX appartient à Elon Musk. Elon Musk, Oui. Qui raconte depuis 1 an, voire même 2 ans maintenant, à des journalistes médusés, parce qu'en même temps, c'est le patron de Tesla Motors, que nous vivons dans une simulation informatique. Donc, il faut déjà remonter à Philippe Cadic en 1977 pour expliquer à des journalistes qu'on vit dans une simulation informatique. Donc ce type-là explique et on l'écoute parce qu'il s'appelle Elon Musk et puis on traduit ses propos qu'on vit dans une simulation informatique. Alors moi je me dis, si je m'appelle Elon Musk, que j'ai des milliards de dollars et que je suis sûr de vivre dans une simulation informatique, j'ai envie de le démontrer au monde. Pour le démontrer au monde, il n'y a qu'un seul moyen. Envoyer des serveurs bourrés de capteurs en veux-tu, en voilà, dans une fusée. Fusée qu'il a, lui, SpaceX. Et là, il fait des démonstrations. Et justement, cette fusée qui a explosé sur son pas de tir en septembre, on ne sait pas. Et on dit que c'était un satellite, soi-disant, pour délivrer de l'Internet sur l'Afrique. Franchement, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de donneur d'ordre, j'ai pas trouvé d'acheteurs, j'ai pas trouvé de fabricants, rien du tout. Donc les journalistes n'ont pas fait leur boulot. Moi, j'ai des petits moyens, j'ai pas des moyens d'investigation, mais j'ai pas trouvé. Et en tout cas, il était top secret. C'est quand même bizarre de donner de l'Internet à l'Afrique et puis que ce soit en même temps top secret. Et donc, cette fusée explose sur son pas de tir. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas dans cette fusée justement tous des serveurs et des moyens de démontrer qu'on vivait dans une simulation informatique? Ensuite, l'appareil que Chris a démontré, mais là, parce qu'on a une qualité d'image assez exceptionnelle, parce qu'on est quand même en 2016, et donc on enregistrait en live SpaceX sur son pas de tir. Donc là, on a quand même une qualité image assez fantastique. Chris étant spécialiste de l'image, il a su décortiquer ça. Et après, en février, on a la chance que dans un vol d'essai de SpaceX, où SpaceX va dans l'espace pour montrer qu'elle est capable de redescendre sur Terre et donc de faire des économies, une nouvelle génération de fusées, hein,
qui décolle et qui revient sur Terre. Et bien là, on voit cet objet furtivement traverser l'orbite de SpaceX quand elle revient sur Terre. Et Chris a fait complètement l'analogie entre cet objet, qui était strictement le même que celui qui avait fait exploser SpaceX sur son pas de tir quand elle était supposée emmener ce satellite secret. Et donc, ça fait beaucoup d'éléments, ça fait beaucoup de choses. Et en plus, il y a eu les déclarations tout de suite après de Elon Musk qui a dit moi, je suis sûr que c'est un ovni qui a fait péter SpaceX. Ensuite, il s'est calmé parce qu'il en avait trop dit. Mais lui savait déjà. Lui savait déjà. On peut voir l'histoire comme ça. On peut lier les éléments comme ça. En même temps, si tu as lu le Top Secret qui vient de paraître, on a tout un paragraphe sur ce personnage justement et ses réseaux et ses ramifications. Donc, moi, d'un point de vue, si tu veux, si je fais d'autres liens, je vais voir autre chose. Et c'est clair. C'est clair. Ce sera tout aussi cohérent. Donc voilà, je ne sais pas. Il y a aussi, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de scientifiques qui pensent qu'effectivement nous sommes dans une simulation informatique ou pas informatique, mais dans une simulation. Il y a eu des déclarations comme ça d'un groupement de scientifiques récemment. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Donc c'est une voie de plus. Après, il en a eu déjà d'autres des fusées. Il en aura d'autres. Déjà, il y avait un gros point d'interrogation sur cette fusée qui s'élevait et puis qui redescendait. La fusée de récupération, quoi, recyclable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, mon petit doigt me dit que le feuilleton va suivre. Il y aura une suite. C'est possible. De toute façon, des suites, il y en a toujours. Exactement. Oui, surtout qu'il est prévu en 2019, il a prévu en 2019 de lancer plus de 1600 satellites pour recouvrir la planète par un internet satellitaire. Voilà. Je passe. Donc il y aura sûrement des suites à tout ça. Oui, il a En aussi tout cas, prévu d'envoyer en 2019 des gens fortunés faire le tour de la Lune. Bon, ça, faut pas non plus écouter tout ce qu'il raconte. Bah, oui, c'est comme, tu sais, dans le film Contact et dans d'autres films où il y a toujours ces milliardaires exceptionnels qui, tout d'un coup, sont des mécènes philanthropes extraordinaires. Donc, on voit ça dans les films. Dans la réalité, je ne sais pas. J'ai du mal à croire que ces gens-là puissent être à ce point obsédés par la vérité. Et avec un tel désintéressement, je ne sais pas. J'avoue que je suis, par rapport à cette version-là des choses, je suis dubitatif. Il y a aussi pas mal de choses aussi à collecter, à rassembler et à étudier sur, tu sais, un des touristes de l'espace qui était parti avec les Russes, les soviétiques, les Russes, qui était le patron du Cirque du Soleil. Qui a lui aussi un parcours tout à fait intéressant et atypique. Moi, il a vraiment fait le tour de force de vraiment me mettre le doute sur cette histoire, en tout cas, parce que en dehors de la personnalité du milliardaire et des motivations et des raisons, etc., où là, on peut remettre tout ça en question, en dehors de ça, c'est vrai que l'article de Chris et puis son enquête qu'il fait depuis plusieurs mois déjà, est vraiment très pertinente. Ah oui, pour une fois qu'on a quelqu'un qui maîtrise les mathématiques, qui maîtrise les images et l'ingénierie, on a les images, il sait les analyser. Après, son analyse ne ment pas.
Donc, elle est juste fantastique et merci Chris. Moi, je continuerai à te suivre sur UAT. Merci beaucoup de m'avoir reçu en tout cas et à bientôt. Et bien, à bientôt. À très bientôt, tu repasses quand tu veux. Ok. Bon, ben en tout cas, Sylvano, c'était voilà, une très bonne idée de pouvoir inviter Chris à cette émission. Je crois que tu avais une dernière petite rubrique avant de passer au sommaire de Top Secret numéro 91. Ah ouais, c'est une rubrique spéciale rock que j'ai faite. Écoute, ça tombe bien, il est là. Le 16 mai, où je disais, on a toujours la tête dans les étoiles dans notre groupe, UAT. Mais quand je lis une publication scientifique qui annonce que l'on vient de découvrir, tenez-vous bien, 500 millions d'hectares de forêt dont on ignorait l'existence, soi-disant à cause de défauts de satellites, je me pose sérieusement la question si ces satellites sont réels. J'ai un doute là. Et vous, vous en pensez quoi? Plus précisément, il s'agit de 467 millions d'hectares de forêt retrouvés en milieu aride dont il n'a jamais été fait mention dans la littérature scientifique, tout simplement parce que l'humanité ignorait leur existence. Parmi les chercheurs à l'origine de la découverte, il y a Jean-François Bastin, un chercheur belge en écologie forestière pour l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et l'Université libre de Bruxelles. Donc moi je me dis, ça fait des années qu'on a tous sur notre PC Google Earth. Moi, je connais plein d'amis qui sont des chercheurs assidus de Google Earth. Donc, on est dit qu'il y a plein de satellites là-haut. Puis là, on dit, bah voilà, comme ça, tu sais, ça passe comme une annonce. On a retrouvé un chien avec un collier, il s'appelle Médor, 67. Donc là, on nous dit qu'on vient de trouver 467 millions d'hectares de forêt en milieu aride en Afrique. Voilà. Si ça vous fait pas réagir, moi, ça m'a fait sursauter, quoi. C'est clair que c'était très troublant. Il y a des personnes qui ont lié ça, notamment à une sorte d'effet Mandela, etc. Après, la news, elle est particulièrement tournée, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas très bien compris cette information. C'est-à-dire que au départ, quand on entend ça, avec les chiffres que tu donnes, c'est plus grand que l'Amazonie. Mm-hmm. Et donc, on imagine une bande de forêt qui s'étend à travers l'Afrique de façon très dense, comme pourrait l'être l'Amazonie. Mais apparemment, j'ai regardé un peu plus attentivement cette news, puis j'ai essayé de la comprendre, parce que je ne comprenais pas comment c'était possible. Mais je me suis demandé, c'est une question que je pose, je n'en sais rien, mais est-ce que, en fait, ce qu'ils ont trouvé, ces scientifiques, est-ce que ce ne sont pas des petits bois, par-ci, par-là, des petits bois dans des zones arides, et une accumulation de petits bois, excusez-moi pour le... qui fait que, en fait, la somme de tous ces bois isolés et petits représente l'équivalent ou plus grande taille que l'Amazonie. Mais du coup, en fait, la problématique, c'est quoi? C'est plus qu'ils se sont dit, bah tiens, on va intégrer ces bois à nos calculs des forêts à travers la planète. Enfin, c'est des questions que je me pose. Est-ce que ces bois-là, on ne savait pas qu'ils existaient? Est-ce qu'on les avait jamais vus? Ou est-ce plutôt qu'on a décidé de les comptabiliser enfin, et que les comptabilisant, bah, petite goutte d'eau par petite goutte d'eau, on finit par obtenir une rivière? Tu vois un peu, Sylvain? Mais le truc, il est énorme. C'est quand même 467 millions. Bon, déjà, ça peut pas être un petit bout de bois. C'est-à-dire, tu vois, ça peut pas être 3 mètres sur 3 mètres là, 5 mètres sur 7 mètres là, parce que là, effectivement, on pourrait dire que Google Earth ne les a pas vus. Et 467 millions d'hectares de forêt, c'est effectivement disséminé. C'est pas sur un site complet, parce que là, évidemment, ça serait impossible. Ouais. Mais ça fait quand même énorme, quoi. Ça fait juste énorme. Ça fait, comme tu l'as dit, plus grand que l'Amazonie. Quand tu vois l'Amazonie, quand tu prends Google Earth, tu le vois bien, quoi. Et là, on parle de zone aride, c'est-à-dire que ça limite quand même. Tu prends déjà la Terre, c'est donc déjà pas le pôle Nord, pas le pôle Sud, c'est pas les zones tempérées au Sud et au Nord, ça reste une bande, quoi. Et dans cette bande, il y a une énorme part du Pacifique, donc la bande de terre, elle est quand même assez restreinte. Dans cette bande de terre assez restreinte qu'il reste, 467 millions d'hectares, c'est juste énorme, tu vois.
Oui, mais ce que je veux te dire, Sylvano, c'est qu'en fait, à mon avis, c'est une news qui est mal tournée et que la réelle surprise de cette news, c'est le fait, je dis ça, mais je l'envisage, si tu veux, je n'en suis pas sûr, je n'ai pas été vérifié, mais que c'est le fait que tout d'un coup, il soit dit, bah tiens, ces 2 hectares de forêt ici, ces 2 hectares de forêt ici, ces 3 là, 7 hectares ici, on va commencer à les comptabiliser, à les additionner, et on va voir ce que ça donne. Et je pense, moi, que c'est plus une démarche de comptable qu'une véritable découverte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment, faire Ouais, mais attention aux news telles qu'elles sont rédigées. ça peut pas être, tu vois, par paquet de 2, parce que 2 hectares en milieu aride, ça tient à peu près 60 jours. Après, c'est des tas. C'est vraiment quand même. Tu as vu les photos de près de ces forêts, elles sont pas très denses, c'est pas non plus, c'est pas l'Amazonie, encore une fois, on reste, c'est des forêts arides. Hein. C'est sûr, mais le chiffre est quand même énorme. Et quand tu sais qu'il y a il y a beaucoup de gens qui scrutent Google Earth. Moi, j'ai des amis qui travaillent tous les jours sur Google Earth en cherchant des choses hallucinantes et incroyables. C'est quand même une news assez frappante, assez stupéfiante, qui est dans la droite ligne d'une autre news que j'avais faite et qui est dans ton top secret, dans les news insolites. Hein. L'ISS en déroute, des erreurs de la NASA négligées. J'en avais parlé qu'un lycéen de 17 ans a trouvé des erreurs monumentales, des variations, des trucs négatifs alors qu'ils peuvent être que positifs et que la NASA dit ah oui c'est vrai, ça peut pas être ça. Et c'est juste stratosphérique. Oui, alors là, on est dans un autre registre. Hein, là, on est dans un autre registre. Là, effectivement, on n'est plus dans un problème comptable. On compte, parce que l'Afrique, c'est grand. Est-ce qu'on compte ces 5 hectares-là? Il y a un moment, l'Afrique, on l'a tellement laissé un petit peu, tu vois, qu'à la limite, qui s'est soucié de faire ces calculs-là? Bon, enfin bref. Mais par contre, pour revenir à cette dernière news, effectivement, c'est invraisemblable. C'est hallucinant de telles erreurs de capteurs. Enfin bon, avec un rattrapage, une explication de base qui tient pas la route, la NASA qui essaie de se rattraper, puis au final, c'est totalement décrédibilisé. Et là ça ne fait qu'amplifier aussi d'autres news qui sont sorties ces dernières années sur des erreurs de la NASA, notamment sur des falsifications, hein, il faut bien le dire, sur les relevés météorologiques, etc., ou qui ont été également vérifiés par des chercheurs, des scientifiques, oui, oui, par des gens déterminés dans leurs études à travailler très sérieusement. Ils se sont rendus compte que tous les résultats météorologiques, les relevés météorologiques de la NASA sur 50 ans étaient falsifiés, étaient faux. Tout à fait, c'est ça. Ils sont complètement convaincus, ces scientifiques, notamment un Allemand très célèbre, qui dit que la NASA manipule les données climatiques. C'est juste hallucinant, quoi. Donc en même temps, on fait un petit coucou à Thomas Pesquet qui est rentré à la maison. Coucou Thomas. Oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la NASA. Effectivement, aujourd'hui, il rentrait sur Terre. C'est vrai qu'on a l'impression, que la NASA, depuis sa création, depuis ses fameuses missions dans l'espace, etc. En fait, tu sais, c'est la fameuse expression très connue où on dit le sage te montre la lune et le fou regarde le pas. Hein, tu connais. Ben, on a l'impression qu'en fait, la NASA nous montre son doigt tout le temps. Et on passe notre temps à regarder une lune imaginaire et on regarde le doigt de la NASA, ce qu'elle veut bien nous montrer. Il y a une vidéo sensationnelle que j'ai découverte par un lecteur qui m'a envoyé, qui me l'a conseillé. Donc que j'ai découverte aujourd'hui, que j'ai vue aujourd'hui pour la première fois. C'est une vidéo de Gemini
qui date de 1965. Et alors là, c'est fantastique, mais vraiment, mais je t'assure, on voit dans le casque de l'astronaute qui est en train de faire une sortie dans l'espace, on voit se refléter le laboratoire de la NASA avec un ingénieur qui est en train de tourner le dos et de travailler sur des tableaux et des trucs. Et là, tu te dis, le mec est dans une piscine avec peut-être une paroi en verre, et donc il est filmé, je ne sais pas comment, mais en tout cas dans sa visière, se reflète le laboratoire. Et là, j'avais jamais vu ça encore. Je n'avais jamais vu ça. C'est une vidéo officielle qui date de 1965. Excellent. Excellent. Ouais, c'est très troublant. C'est tellement énorme que je viens de la voir aujourd'hui, cette vidéo. J'ai pas eu le temps non plus de vraiment l'étudier précisément, mais je t'assure, c'est un choc. Il y avait déjà eu des problèmes de reflets dans les visières des astronautes. Hein. En 69, avec Apollo, il y avait quelques problèmes, quelques objets, quelques trucs qui apparaissaient sur les visières et qui n'étaient pas tout à fait normales. Mais là, je crois que là, moi, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi énorme et vraiment assez précis. Écoute, Rock, tu as un spécialiste maintenant avec 60 ingénieurs, spécialiste de l'image, Chris Esson. N'hésite pas, tu lui la donnes, il te l'analyse, il te décortique. Exact. En tout cas, j'ai oublié de le faire parce que Chris est parti très vite. Oui, j'ai oublié de le remercier tout simplement pour cet article dans Top Secret qui était, qui fait partie de ces petites perles qu'il y a dans ce numéro. Il y a aussi autre chose par rapport à la NASA qui nous montre la Lune, ou une Lune peut-être virtuelle, et nous passons à notre temps à regarder le doigt de la NASA. C'est les fameuses photos de Thomas Pesquet, quand même. Là, tu en as parlé déjà, Sylvano, parce que presque toutes les semaines chez Antoine, de toutes les conneries qu'il a faites. C'est quand même assez fascinant, parce que là, vas-y, alors parle-en un peu plus, parce que moi, Mais chaque fois qu'il publiait une photo, il s'est planté, quoi. Il s'est planté parce que il sait pas, je sais pas comment ils ont fait leur compte avec Thomas, s'ils l'ont bien briefé au départ ou pas au départ, mais il a juste pas réalisé qu'on était capable aujourd'hui avec un simple ordinateur de vérifier déjà la météo et l'endroit où est pris la photo. Donc il a pris la photo de la rade de Dieppe qui ne correspondait pas du tout au niveau de saison par rapport au mois de novembre où il avait dit qu'il l'avait prise. Il a pris des photos de je sais plus où il y avait un magnifique ciel bleu, et en fait quand tu regardes la météo ce jour-là, il neigeait, il faisait gris. Il s'est à chaque fois planté. C'est juste dramatique, quoi. Il y a pas, mis à part peut-être la photo du vélodrome. Après, tout le reste c'était faux, quoi. Après, ce qui est marrant aussi dans la NASA, c'est que j'ai toujours remarqué qu'avec Thomas, quand il y avait des reportages la nuit, tu avais toujours une terre sans nuages, avec les lumières de la ville, fantastique, tu sais. Et quand c'était une terre de jour, putain, c'était plus la grande bleue, c'était la grande blanche, quoi. Il y avait des nuages partout, on voyait rien, quoi. Au bout d'un moment, on voyait juste dans une photo, on devinait l'Inde. On devinait juste l'Inde était ensoleillée, et tout autour, c'était tout nuageux. Et quand tu regardais la météo, de ce jour-là, tout était radieux tout autour de l'Inde, quoi. Alors pourquoi nous sortaient ces nuages, quoi. Alors, il a expliqué que c'était très difficile de prendre des photos en plus de la navette. Oui. Tous les trucs techniques, ils nous ont montré qu'ils avaient au moins 500 appareils photo. Oui. Possible, imaginable. Enfin bon, ça a été vraiment une grande démonstration, mais alors tu n'as pas l'air d'être au courant de celle-là parce qu'elle est vraiment excellente. Donc notre astronaute, photographe, a pris quelques clichés et qui sont pris donc de l'altitude de l'ISS, certaine altitude, avec évidemment
un objectif qui peut déformer les distances. Hein. Mais ce qu'il y a de fantastique au niveau du talent de photographe de Thomas Pesquet, c'est que des chercheurs, des petits malins, ont été vérifiés sur Google Earth par rapport à la distance, par rapport au truc. Est-ce que tu es au courant? Non. Eh bien, ils ont repéré quelques photos. Bon, ça, c'est un peu un scoop. Hein. Ils ont repéré des photos de Thomas Pesquet qui ont exactement le même cadre que les photos de Google Earth. Ils représentent la même partie de la Terre à la distance, etc. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est comment a-t-il fait avec l'inclinaison, le machin, le ceci, pour prendre le cliché exact qui présente la photo à telle distance, distance moindre d'ailleurs, mais qui existe sur Google Earth. Alors là, il y a, bon, je n'ai pas le document sous les yeux, il faudrait qu'on s'arrête et que j'aille regarder puis pour donner la précision, mais tu pourras l'écrire, Antoine, éventuellement. C'est un truc de malade. Et je vous assure, ça aussi, c'est des informations que je reçois. Et c'est vraiment très troublant de se dire que depuis l'ISS, en prenant une photo de façon aléatoire, on se chope exactement le même angle, le même cadre qu'une photo de Google Earth. Juste impossible. Bah tiens, on va en profiter aussi pour lancer un appel. Si parmi nos auditeurs, il n'y a pas des déménageurs. Parce que tu sais que les déménageurs aujourd'hui, ils sont hyper forts. Hein. Tu leur envoies des photos de chez toi, ils calculent les volumes à déménager, ils t'envoient un devis. Quoi. Ils ne se déplacent plus parce que ça coûte trop cher. Tu vois. Moi, j'aurais dû les envoyer les photos de la navette spatiale parce que quand je vois tout le matos qu'il y a dedans, je voudrais bien savoir, si on devait déménager demain à l'ISS, combien de camions il faudrait, tu vois. Et ça, un déménageur, il est capable de nous le faire, parce qu'il, lui, il a les logiciels pour... Et après, aller chercher dans les fusées qui ont décollé pour équiper l'ISS, savoir si ça correspond. Mais à mon avis, ça correspond rien du tout, quoi. Ah, non, mais quand on voit comment on révise un hélicoptère quasiment après chaque vol, parce qu'il y a, pour des raisons d'usure, de sécurité, qu'un avion est révisé intégralement tous les, je ne sais plus combien de milliers de kilomètres. Un paquebot. Que l'ISS fonctionne comme ça encore depuis 15 ans aujourd'hui. Et puis, cerise sur le gâteau, ils nous annoncent qu'il y a trop de débris, qu'il y aurait 150 millions de débris là-haut. Mais alors, l'ISS, en 18 ans, ça n'est pas pris un seul, quoi. Un débris qui va à 100 000 km/h, qui traverserait l'ISS de A à Z comme une botte de beurre, rien. Tu vois. Mais il y en a 150 millions. La NASA nous montre son doigt et nous regarde. Exact. D'ailleurs, juste pour finir sur ce sujet, et puis après on va attaquer le sommaire, j'ai quelques auditeurs qui m'ont envoyé des messages pour vous, pour connaître votre interprétation de l'événement là qu'on a connu hier sur l'atterrissage de Thomas Pesquet au Kazakhstan. Comment est-ce qu'ils ont pu le simuler, ça, s'il n'était pas réellement dans l'ISS? Dans un avion, il le balance d'un Boeing dans la capsule, et puis voilà, sur le Kazakhstan. Bisous, c'est fini. Tu vois, il est en MK Ultra, il est complètement sous contrôle. Mais, en fait, il faut bien dire aux auditeurs qu'il est complètement inutile de vouloir comprendre ce que Roch et moi disons si on ne s'intéresse pas à la genèse. Et la genèse, elle est, je le répète, dans les années 30. D'accord. C'est l'affaire Rainbow, c'est jusqu'au projet Montauk, c'est le MK Control, ça mène à ARP, ça mène à ce qu'on va faire aux gens ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, on est capable de faire à quelqu'un, à Roch, à moi, demain on peut devenir des pantins sous cette technologie-là. Cette technologie-là elle est fortement décrite depuis Nikola Tesla jusqu'à les années 30, 40, 50, 60, ils n'ont pas arrêté d'étudier. Donc, en effet, il s'est peut-être passé quelque chose dans les années 30, peut-être fin des années 30.
un événement considérable et qui nous a placés dans une situation de modification totale de conscience et un peu à la Dark City. Un peu à la Dark City. Et peut-être que notre histoire, notre futur, notre présent a été modifié, je dirais peut-être dans ces années-là, dans ces années 30. Ça, c'est comme si, pour vous faire une image, vous aviez... vous vous souvenez de l'émission d'Orson Welles, la radio qui avait paniqué, les Américains qui avaient fait des morts, des gens qui s'étaient suicidés, et il annonçait les Martiens arrivent, les Martiens sont en train de nous envahir. Vous vous en souvenez de ça? Oui, bien sûr. Eh bien, imaginons que c'était vrai. Supposons que ça s'est vraiment passé et que les Martiens ont gagné cette fameuse guerre des mondes et qu'ils aient juste joué ensuite avec les consciences de l'humanité pour leur placer un écran d'illusion et se nourrir d'eux, etc. Enfin bon, après tout, peut-être que cette invasion décrite à la radio par Orson Welles, dont on fait une star, n'était pas une invasion pour nous tuer, mais peut-être pour s'alimenter de nos énergies, etc. Enfin bon, on est toujours là dans la philosophie, on est dans l'étude des possibles et c'est très amusant, mais on pourrait penser qu'effectivement il s'est passé quelque chose dans les années 30, la fin des années 30. Mais ça, on y reviendra, c'est à l'étude, on creuse. Ok. Bon, en tout cas, je pense que voilà, vous serez ravis d'avoir assisté à cet échange parce qu'ils sont nombreux, hein, Roch, à réclamer ton retour sur Miasme TV pour de grandes émissions, etc. Bon, c'est vrai que tu as été largement occupé ces derniers temps, mais ça va se faire à nouveau. Et voilà, là on en a profité pour faire un petit peu de digression par rapport à ce sommaire du numéro 91 que l'on va voir ensemble. Et ça nous a fait rudement plaisir et rudement du bien. Le plaisir est vraiment réciproque, c'est toujours, sachez-le, bon, je ne suis pas forcément très démonstratif, etc. et peut-être un peu des fois fatigué, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux. Mais nous aussi. Allez, ce numéro 91, eh bien écoute, ce numéro 91, donc sur les nuages, sont-ils antigravitationnels? Moi personnellement, c'est pas ce sujet-là que j'ai retenu en premier, c'est un autre sujet qui m'a fait beaucoup plus plaisir, parce que tu sais que je suis fan de ce garçon-là. C'est la genèse, le chaos des origines. C'est le grand retour de Monsieur Anton Parks dans les pages de Top Secret. Bah absolument. Alors le pire, c'est que, enfin le pire, quand je dis le pire, c'était que Anton m'avait préparé un dossier, mais c'était quasiment, il aurait fallu le passer en 3 très longues parties de 14 pages chaque partie. Et là, donc malheureusement, j'ai dû bon, Anton, on se connaît bien, on se fait entièrement confiance. Il m'a dit, bah écoute, ta carte blanche pour faire les coupes nécessaires pour que ça rentre au moins en 11 pages. Et donc, il y a la première partie de son dossier de 11 pages dans ce numéro-là. Et puis il y aura la seconde partie dans le prochain numéro. Mais c'était vraiment c'était très triste pour moi de devoir trancher, faire l'impasse sur un des paragraphes assez longs de ce dossier parce que sinon ça n'entrait pas, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà, je pense que ça va en ravir plus d'un. Et donc, le dossier central, tu avais envie de parler de nuages. Alors d'ailleurs, dans le dossier, avant de parler de nuages, dans le dossier d'Anton, il y a toute une partie, donc, puisque c'est un dossier qui est relatif au sujet de la Genèse, et il y a toute une partie où il dissèque, démontre, questionne sur l'authenticité des textes se rapportant à la Genèse. Et c'est tout à fait passionnant, ça va aussi dans le sens des recherches de Top Secret. Enfin, bon, voilà. Et moi, le dossier, je me suis précipité de suite, après, évidemment, toujours l'édito de Roch, ça a été sur les nuages, parce que effectivement, j'étudie les nuages
depuis 6 mois, je t'en parle, on en parle régulièrement dans cette émission, mon cher Antoine, parce que je suis quelqu'un de près sur UAT qui, lui, étudie les nuages du matin au soir, et publie des vidéos spectaculaires, mais spectaculaires sur les nuages. Alors, je pensais que c'était lui, putain, parce qu'il m'avait dit non, je veux pas d'avoir d'interview, je veux pas publier, je veux pas faire de vidéos avant d'avoir écrit mon premier livre. Et donc je me dis ça y est, il a été chez Rock et ça y est, et je suis content pour lui, quoi. Et donc, ben non, c'était pas lui. Donc j'aime bien aussi cet article sur les nuages qui est assez scientifique. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est un scientifique qui l'écrit. Il aborde le truc techniquement. J'ai dû m'y reprendre à 4 fois avec lui sur cet article, lui faire revoir son article parce que c'était tellement pointu par moment que je n'arrivais pas à suivre. Donc je l'ai obligé à entrer dans un maximum de vulgarisation pour pouvoir faire passer le message. Après, on est dans une logique qui est la sienne. Je ne sais pas, après d'autres scientifiques pourront remettre ça en question, mais ils parlent de problématiques de confinement et c'est hyper intéressant. C'est tout à fait rafraîchissant par rapport à la problématique de la matrice d'illusion dans laquelle nous sommes. Finalement, normalement, les nuages ne devraient pas voler et pourtant ils volent, quoi. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Et là, il remet en question et en fait, il remet aussi en question la gravité. Gravité qui n'a jamais été démontrée. Absolument. Absolument. Et je trouve qu'il le fait particulièrement bien et de façon assez simple, avec des exemples simples où il explique la problématique du confinement pour l'expérience scientifique, où il nous donne des exemples comme par exemple dans un train, comment ça fonctionne, comment on est dans un système confiné pour que toutes les forces fonctionnent ensemble. Et il montre que si le monde, l'univers est comme on nous le décrit, ça ne peut pas marcher. La gravité ne peut pas fonctionner tel que c'est présenté, tel que le monde nous est présenté. Et c'est ça qui est exceptionnel dans cet article, c'est qu'une fois que tu l'as lu, tu te dis, tu cherches ce qui cloche, quoi. Et puis en fait, tu relis, effectivement, j'ai relu, pour chercher ce qui clochait, et ça cloche pas, quoi. Ça fait assez peur, quand même. C'est énorme, mais parce qu'il met il met en exergue sur la faille de la démonstration scientifique à travers cette problématique des nuages. Puis d'abord, il commence tout simplement par le b.a.-ba. Il commence par la base en nous expliquant un nuage, ce n'est pas de la vapeur, ce n'est pas un gaz. Un nuage, ce sont des gouttelettes d'eau, des cristaux, etc. C'est plus lourd que l'air. Et oui, c'est ça qui est passionnant. Ouais. Franchement, on a bien, on s'est bien cassé la tête pour arriver au final, parce que d'obtenir cette vulgarisation de la part de quelqu'un qui a une sensibilité scientifique, c'était pas gagné au départ, parce qu'au départ, il utilise des termes très précis, des termes techniques, des termes de publication en référé, des choses comme ça. Et je dis non, il faut oublier tout ça. Là, on s'adresse aux lecteurs de Top Secret et il faut qu'on leur fasse comprendre la problématique qui se cache derrière ces nuages qui nous survolent. Ouais. Effectivement. Alors, en parlant de nuages, d'ailleurs, il y a Marc Gray, avec qui tu as fait une très bonne émission qui vient de sortir là, sur ta chaîne et sur celle de Marc, qui nous a envoyé 2 nouvelles définitions de nuages qui sont rentrées très officiellement dans on va dire dans la grande famille des nuages, avec ses copains cumulonimbus, etc. Il s'agit de l'homogenitus, donc le nuage a été nommé homogenitus. Il s'agit de quadrillage, presque de quadrillage de chemtrail dans le ciel. Incroyable. Homogenitus. Et le deuxième s'appelle Homo mutatus, où là c'est une sorte de voile, comme ça, on dirait du voile de coton qui est dans le ciel. Alors là, est-ce qu'on n'est pas dans un clin d'œil de la matrice
appelé ces nuages Homo genitus, Homo mutatus. C'est énorme. Oui, là, on est quasiment dans la réaction de la matrice. Je pense que la matrice, on est en train de la secouer un peu et elle s'autocorrige en permanence en ce moment. Elle utilise toutes sortes de contre-mesures, mais il y a beaucoup de cafouillage quand même. On va rentrer dans un monde de plus en plus incroyable, moi, je vous le dis. Et moi, la personne que je suis là, pour lui, il fait la démonstration que les nuages ne sont pas des nuages. Hein. Donc, vous voyez, comme quoi c'est un sujet intéressant. Je ne m'attendais pas il y a 6 mois à étudier les nuages, mais bon, comme quoi. Et là, on a posé, avec cet article-là, on a posé une première pierre de questionnement sur une première brique de questionnement sur ce truc. Plus on va creuser, plus il va y avoir des réactions, on va dire, de la matrice. C'est comme ça que ça fonctionne, généralement. Comme pour le lapin blanc. Exactement. Alors, autre article dans ce numéro 91, c'est un article de notre ami Pascal Cazotte, qui passe donc maintenant régulièrement sur Miasme TV, et il vient nous apporter sa vision à lui du mystère du col de Dyatlov, sachant que il y a eu des révélations qui ont été faites par le fameux rescapé, ça sentant sa fin venir, il commence à se faire vieux maintenant, où il a donné de nouvelles révélations. Ouais, c'est vraiment un superbe dossier de Pascal, effectivement. Moi, je ne connaissais pas trop cette affaire. En tout cas, il l'a mené de main de maître. Le récit il est poignant. C'est un mystère, c'est un mystère vraiment très, très important, je trouve, de l'époque de l'Union soviétique. Moi, j'ai été captivé par cette histoire. Ça se lit vraiment ça se lit presque comme un roman. Voilà, là, on est confronté à quelque chose de vraiment d'inexplicable. Alors, il y a des choses inexplicables. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la dernière nouvelle qui est passée il y a quelques jours, mais je pense que Sylvano a dû déjà l'annoncer 20 fois. C'est centaines de milliers de bovins qui ont disparu en Argentine du jour au lendemain. Tu es au courant? Ça, on est voilà. Et là, là, ça touche des êtres humains. Par contre, dans le dossier de Pascal, qu'on retrouve, mais qu'on va retrouver dans des états absolument épouvantables. Et je crois que cette histoire a inspiré pas mal de films d'horreur, d'ailleurs. Ah, tout à fait. J'avais adoré la vidéo de Elisabeth de Caligny sur l'affaire du col Dyatlov. Effectivement, toutes les hypothèses qu'émettent Pascal, moi j'aime bien la dernière et 6e hypothèse, hein, cette association Bigfoot et OVNI qui fait arriver. Et puis, ce qu'il y a de bien avec Pascal, c'est que il fait des recherches et puis il va plus loin que le col de Dyatlov. Il trouve d'autres cas. Et c'est ça qui est assez exceptionnel dans ce dossier, qui est absolument à lire aussi. Oui, tout à fait. Ça se lit comme... bon, le sujet est un petit peu... évidemment, il est un peu remuant, hein, il est un petit peu troublant, mais il peut secouer les âmes sensibles, hein, c'est clair. Mais en même temps, ça c'est tellement bien écrit, on suit cette affaire-là de façon passionnée, quoi. C'est tout à fait admirable. Et sans oublier que tout récemment, il y a 1 an, le 8 janvier 2016, il y a de nouveau quelqu'un qui a disparu au col de Dyatlov. C'est un lieu. Oui, absolument. Alors ensuite, on en a parlé tout à l'heure pendant la chronique de Sylvano. Cette année, c'est les 70 ans de Roswell. Et donc, tu as fait un dossier de 70 ans. Oui, en fait, c'est même pas de Roswell, c'est en fait aussi de Arnold. De la première observation et de la première appellation soucoupe volante parue dans la presse. Voilà, donc oui, il fallait marquer le coup, c'est quand même le moment de le faire.
C'est un article d'un auteur que j'aime beaucoup et puis qu'il y a d'autres choses encore en préparation. Et Thierry Namur, c'était important de faire un petit récapitulatif du début de la genèse pardon, de l'ufologie finalement, de l'ufologie moderne. Tout à fait. Parce que souvent on pense que 1947 c'est Kenneth Arnold et puis après c'est juste après Roswell, mais pas du tout. C'est 1947, il y a eu une vague d'observations d'OVNI complètement spectaculaire, quoi. Il se passait quasiment pas une journée sans qu'il y ait un article de presse sur des témoins qui avaient vu des OVNI. Alors que s'est-il passé dans ces années 30? Et ouais, c'est vrai. Apparaissent de telles vagues. Enfin, non. Et puis après, c'est monté crescendo, et puis après, ça a nouveau disparu, quoi, pour ensuite revenir. Et... D'ailleurs, excuse-moi Sylvano, en parlant des années 30, etc., il y a une série américaine là, qui vient de démarrer, je crois qu'ils en sont au 5e épisode, qui s'appelle American Gods. Tout à fait intéressante, et à un moment justement, il parle d'un événement survenu dans les années 30. Ah oui? Ouais, à méditer tout ça. Ah, mais de toute façon, les années 30, moi je suis convaincu que c'est passé des trucs. Hein. C'est certain. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés dans les années 30. Hein. Il y a beaucoup d'expériences scientifiques. Non, mais non. À la sortie de Tesla, là, il était ouais, à son sommet. Ouais, c'est ça. Et ils ont forcément découvert des choses. Non. Bon. Alors, continuons sur ça, parce qu'il y a encore des dossiers. Oui, tu as un autre dossier OVNI, hein, vient-il du futur? Oui, qui est le dossier d'un pilote qui a une vision de cette affaire tout à fait intéressante. Et puis surtout, il y a l'expérience, le background de cet homme-là, qui est un homme qui a observé trois ovnis dans sa vie, et avec son expertise, c'est tout à fait intéressant. Il y a des choses très intéressantes dans son dossier. Après, son interprétation du phénomène, bon, bah, après, ça ne... Bah, c'est une hypothèse, j'ai jamais de mal. Hypothèse. Bon. Absolument. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de l'exprimer comme il le fait. Cette hypothèse que ces visiteurs en fait seraient nous-mêmes, mais en provenance du futur. Du futur. C'est une hypothèse qui est aussi évoquée par d'autres scientifiques. Absolument. Il y a évidemment également le dossier d'Alan Duke. Alan Duke, voilà, tu as de belles plumes hein, qui sont au sommaire de ce numéro. Et donc il y a cet article d'Alan sur toute, on va dire, l'asservissement dans lequel se trouve l'humanité, et qui remonterait à Babylone, et qui donc, comme à son habitude, Alan fait un peu pas mal de langage des oiseaux, on va dire, et de jeux de mots, et donc ça passe de Babylone à Baby-London, puisque donc il va parler de la City, etc., etc. Donc c'est un numéro qui est très éclectique, beaucoup de sujets différents. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. C'est un numéro d'été. Sur la plage avec vraiment cette petite perle. Moi, je trouve de l'article sur les nuages me fait rêver, et ça nous renvoie à notre enfance quand on regardait les nuages qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui. Ces nuages-là, malheureusement, ont quasiment disparu. On s'allongeait sur l'herbe, on regardait passer ces magnifiques
nuages blancs très très laiteux, très très brillants en fait, presque aussi aveuglant que ta chemise, Sylvano. Et, et, et ces nuages-là, on en aperçoit de temps en temps, et c'est toujours un bonheur quand quand on en voit un passer. C'est vrai qu'ils disparaissent, c'est des nuages qui sont en voie de disparition, il faut bien le dire. C'est vrai. Moi, ça m'étonne parce que dès que ma fille en voit un, elle est en extase devant, quoi. Ouais. Marrant, ça. En tout cas, tu as raison. Faut pas partir à la plage sans le dernier numéro de Top Secret. C'est 68 pages fantastiques, merveilleuses, et ça fait du bien, quoi. Hein, ça fait réfléchir, ça fait cogiter, ça fait pas de mal au cerveau, ça fait fabriquer des neurones. C'est ce qu'il nous faut. Et il se termine par la petite page RFID, indispensable. Exact. Bah oui, toujours la petite piqûre de rappel pour qu'on n'oublie pas ce qui sent bien. Voilà. Et si vous voulez un gros bouquin pour la plage, bah vous achetez. Vivre et mourir dans la matrice artificielle. Voilà, pour résumer les 90 éditos de rock venus avant. C'est plus pratique d'emmener un livre que d'emmener 90 top secrets en vacances. Ça, c'est clair. Au niveau du poids, il n'y a pas photo. Voilà. Merci, en tout cas, merci les amis. J'espère qu'on n'a pas oublié de dossier ou d'article. Je ne voudrais pas. Non, on n'a oublié personne, mais après, il y a encore plein de news insolites à l'intérieur à lire, hein, des courriers du lecteur. Moi, j'aime bien lire, hein, parce que franchement, tu as des lecteurs qui sont top du top. Hein. Tout à fait. Et là, malheureusement aussi, on excuse auprès des lecteurs, mais des fois, on a des courriers qui sont tellement passionnants, mais qui sont en même temps tellement longs. Ce sont des démonstrations vraiment, mais très, très déroutantes, très troublantes et qui sont faites par des passionnés. Malheureusement, dans le cadre du courrier des lecteurs, on est obligé de laisser la parole à un maximum de personnes. Et donc, on ne peut pas passer ces courriers en entier. On est obligé de faire quelque chose. Ouais. Je pense notamment à celui qui a fait ce courrier sur Resident Evil 7, le dernier Resident Evil, où il y a toute une partie où il voit énormément de relations entre Top Secret et ce volet de... plus des zombies, mais qui traite d'un contrôle mental qui est perpétué par une espèce d'huile noire, de pétrole noir, qui ressemble énormément à la bile noire. Et comble de surprise, alors ça c'est la petite synchronicité amusante, c'est qu'il y a une date à un moment dans ce jeu, et ce lecteur, il y a plusieurs cassettes. Il y a un moment, dans une des cassettes, il y a Top Secret écrit, quand la cassette se met en marche, et une date. Et donc, il s'est dit, bah, tiens, allons voir le magazine sorti à cette date-là. Il sort le magazine et c'est sur le contrôle mental. Et cette fameuse couverture, on voit une femme qui a une clé dans le dos, tu sais, une clé de pantin. Et à un moment, il y a justement, dans ce volet-là, une des énigmes à remplir dans le jeu, une des épreuves, qui consiste à trouver une espèce de squelette animé, hein, qui a lui-même la même clé de pantin. Voilà. Et puis, il a repéré encore d'autres choses tout à fait passionnantes. Mais alors voilà, ce sont des courriers là qui sont tellement précis, tellement développés qu'on peut, malheureusement, il faudrait quasiment en faire un article. Puis, c'est un peu délicat, donc voilà. Tu sais quoi, Roch, on a invité la semaine dernière Guillaume qui nous avait décortiqué un peu les mystères de GTA V, où là il y a aussi des mystères assez intéressants en relation avec entre autres la scientologie, etc. On peut proposer à ton
à celui qui t'a écrit de nous contacter par faq.miasmetv@gmail.com et puis voilà, il pourra venir en parler ici s'il le souhaite. C'est quelqu'un avec qui je suis de temps en temps en contact et qui est un véritable passionné. Et en plus, il en connaît un rayon sur les jeux vidéo. Bon, bah écoute, c'est chouette. En tout cas, Roch, ça nous a fait plaisir de passer plus d'une heure en ta compagnie, l'air de rien, tu vois. Oui, quand même. Voilà. Et puis, écoutez, bon pied, bon oeil à tous et on continue à chercher, on continue à essayer de s'éveiller. Mais oui. Je vous embrasse très fort. À bientôt, Roch. Ok, à bientôt, Roch. Je vous embrasse tout le monde. Merci. Salut.